Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie cette semaine en compagnie de Claude Janvier. Bonjour monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Claude Janvier est écrivain, essayiste. Il publie l'ouvrage Que voici chez K Éditions, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Les démasqués, qui dirigent réellement le monde? Alors avant de commencer cet entretien, je ne peux, chers téléspectateurs, que vous inciter à cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo, à commenter cet entretien et à le partager sur les réseaux sociaux pour un meilleur référencement sur Internet et pour renforcer TV Liberté. Claude Janvier, commençons avec la crise sanitaire commencée en juin 2020. Vous dites qu'une grande réinitialisation serait voulue depuis la fin du 19e siècle par quelques grandes familles anglo-américaines très puissantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ces familles ? Absolument. Ces familles, en fait, elles sont à l'initiative et à la création d'ailleurs de Vanguard, The Vanguard Group, le deuxième plus grand fonds d'actifs, en fait, gestion d'actifs, de mémoire, ça a encore augmenté, le chiffre a encore augmenté, mais The Vanguard Group gère aujourd'hui pratiquement plus de 9 000 milliards de dollars de fonds. Donc ces familles ont créé The Vanguard Group. Qui sont-elles ces familles? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Bien sûr, je peux vous donner des noms. Donc on en connaît, le grand public en connaît au moins deux, les Rothschild et Rockefeller. Après, il y a la famille Orsini, la famille Vanderbilt. Il y a la famille Dupont de Nemours, il y a la famille Bush, plus récemment, incluse dans deux présidents des États-Unis. Voilà, et il peut aussi être bien responsable aussi pour le père de la CIA aussi, puisqu'il a été quand même le grand directeur de la CIA. Nous avons aussi la famille royale d'Angleterre, les Morgan, voilà. Warburg. Oui. Alors moi, c'était moins évident. Donc voilà un peu ces 13 grandes familles. Et en fait, The Vanguard Group a été créé en 1975. Et en fait, tout s'est joué vraiment dans les années 70. Comment ces grandes familles ont-elles émergé? Et c'est quoi leur idéologie? Elles ont émergé parce que d'une part, elles sont de toute façon très riches. Elles ont toujours été très riches, puisqu'elles ont fait quand même pas mal de business. Bon, les Rothschild, on sait, c'est dans la banque. Les Rockefeller, c'est dans le pétrole, mais pas que. Aussi dans les industries pharmaceutiques, dans les labos pharmaceutiques. Elles ont émergé au 19e siècle? Oui, c'est cela. C'est ça. Elles ont commencé à émerger. Bon, les Rothschild un peu plus avant que le 19e siècle. Ça a commencé à émerger avec Napoléon à la défaite de Waterloo. Si on se souvient bien, il y avait une OPA à l'époque. C'est très intéressant. Un grand détournement. Absolument. Donc voilà à peu près. Mais leur fortune a continué à s'accroître. Et en fait, leur idéologie, c'est une bonne question. Moi-même, je me pose quand même souvent des questions. C'est quand même pas une idéologie très saine d'esprit. Puisqu'en fait, à part accroître leur puissance financière et accroître la domination et le contrôle sur la population de la Terre, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ce sont des gens, en général, ils n'ont pas de patrie, ils sont apatrides, ils ne sont pas du tout versés dans la religion, à part peut-être une certaine forme de rite un peu étrange, voisin même, mais je dis pas tous, mais au moins une partie d'entre eux avoir des rites un peu pédocriminels, sataniques, etc. Oui, il suffit de regarder la famille royale d'Angleterre, là j'ai pas peur de le dire. Effectivement, Andrew s'est fait prendre la main dans le sac. Par exemple, mais pas qu'Andrew, je pense que, bref, il se passe des choses un petit peu glauques dans le vénérable palais de Buckingham Palace. Donc voilà un peu leur idéologie, et ce qui est un peu fascinant, enfin si je peux me permettre le terme, c'est que c'est tellement fascinant que ça surprend. Un tel comportement axé uniquement sur la puissance, le contrôle et la cupidité et les bénéfices engrangés, moi je sais pas, j'arrive pas à essayer de me mettre à leur place. Je n'y arriverai pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Ces familles, dites-vous, on les retrouve dans la plupart des sociétés secrètes ou discrètes. Vous les citez, pêle-mêle, Skull and Bones, Bohemian Club, Fabian Society, The Round Table, CFR, Bilderberg, Club de Rome, Dolder Club, j'en passe. Qu'est-ce qui se passe dans ces organisations, dans ces clubs ?
Ce qui se passe, c'est que ce sont des réunions, alors pays par pays ou pays européens, qui en fait, ce sont les décideurs à ce moment-là d'un pays. Ceux qui ont été placés ou poussés par cette oligarchie. Et donc, effectivement, tous ces globes permettent de tirer leurs plans, de faire des plans pour l'avenir et de se coordonner. En fait, toutes ces sociétés discrètes ou secrètes, effectivement, ont vraiment été créées pour resserrer les liens des dirigeants de chaque pays. Je parle pour l'Occident, bien sûr. Et définir une convergence d'intérêts. Voilà, définir une convergence d'intérêts. Le tout piloté, bien entendu, au-dessus par la puissance de la finance internationale. Puisqu'en fait, c'est ça, une puissance à finance internationale, et en dessous, donc, toutes ces sociétés qui vont dans le même sens, qui vont dans le sens, effectivement, de la suprématie, de conserver la suprématie. On va vous dire, Claude Janvier, que vous nagez en plein délire, en plein complotisme, en pleine paranoïa. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela ? Je leur réponds que ce sont des faits. En fait, ce ne sont pas mes opinions. On peut effectivement me traiter de ce qu'on veut. Moi, je me suis contenté d'aligner les faits, les preuves. J'ai travaillé 1 an et demi pour assembler et documenter mon ouvrage. Et on ne peut pas m'accuser d'opinion puisque ce n'en sont pas. C'est vraiment un assemblage de... Si vous voulez, les preuves étaient là, elles sont là, mais encore fallait-il pouvoir les assembler. Vous évoquez dans votre ouvrage les 3 grands géants de la finance américaine. BlackRock, on en a très souvent parlé sur ce plateau, notamment avec Guy de Lafortelle, Vanguard et State Street. Vous le dites, ces organisations régissent le travail, la vie, la nourriture et la vie quotidienne de milliards de personnes. Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces 3 entités ? Quel est leur pouvoir de contrôle ? Alors, depuis 3-4 décennies, effectivement, on assiste à l'émergence, mais surtout à la montée en puissance donc, de ces 3 groupes que vous venez de citer. Le premier étant BlackRock, quand même, que tout le monde connaît. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec BlackRock, c'est que BlackRock, aujourd'hui, gère à peu près un peu plus de 9 000 milliards d'actifs. 9 500 milliards d'encours en juin 2023. J'ai regardé, c'est sur la fiche Wikipédia. Et c'est l'équivalent du PIB, pour qu'on se rende compte, parce que ces sommes-là, ça nous dépasse complètement. C'est le PIB réuni de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Absolument. C'est vertigineux. Même moi, j'ai un peu du mal à aligner les zéros, parce que quand on parle de milliards, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Alors, BlackRock, c'est 12 000 personnes. C'est pas non plus si énorme que cela. En revanche, ils ont 5 000 ordinateurs branchés en réseau. Ça me paraît utile de le mentionner et de l'expliquer. Ils ont 5 000 ordinateurs donc, branchés en réseau dans des lieux tenus secrets aux USA. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 5000 ordinateurs font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. Ça veut dire que la moindre hausse est écrémée, et donc, comme il y a des milliards de dollars derrière, la moindre hausse est écrémée par les robots, puisque ce sont des robots en fait. Et donc, les milliards augmentent chaque jour. Mais le robot en question s'appelle Aladdin. C'est connu, Aladdin. C'est un acronyme d'ailleurs, Aladdin. Et alors, ce qui est intéressant avec cet acronyme, c'est qu'ils se sont débrouillés pour que cet acronyme colle parfaitement avec cette fameuse légende un peu sympathique où Aladdin était le fils d'un tailleur qui s'appelait Mustapha et qui frottait sa lampe à huile, on se souvient, pour faire apparaître un génie, et ce génie va lui exaucer tous ses désirs. Ils se sont débrouillés quand même que cet acronyme colle avec ce fils du tailleur, ce qui fait que dans le subconscient collectif, eh bien, Aladdin est synonyme de quelque chose de sympathique. Alors Aladdin, ça veut dire Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors le problème, c'est que ça fausse complètement les bourses internationales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, faire une analyse fondamentale comme le faisaient des traders il y a à peu près 50 ans en arrière, en se disant, tiens, cette entreprise, elle vient d'être cotée en bourse, je crois à son produit, son action va monter, etc., etc. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, puisque ce sont des ordinateurs qui font la pluie et le beau temps. Alors, ce qui est assez monstrueux avec BlackRock, c'est qu'ils sont propriétaires de la quasi-totalité des médias américains, déjà. Je parle des grands médias. Ils sont actionnaires de toutes les grandes sociétés aux USA et en Occident, c'est-à-dire là, par exemple, toutes nos grandes sociétés du CAC 40, ils sont actionnaires aussi.
Et ils géreront, d'après les calculs, qui ne sont pas uniquement les miens, en 2028, ils géreront à peu près 20 000 milliards de dollars. Donc c'est vrai que c'est quand même assez vertigineux, et ils posséderont, ce qui veut dire qu'ils posséderont la quasi-totalité, ou ils sont actionnaires de la quasi-totalité des entreprises internationales. Mis à part peut-être quelques entreprises russes ou chinoises qui vont peut-être essayer de se démarquer. Tout dépend un peu de la tournure que va prendre un certain nombre d'événements. Alors, ça, c'est BlackRock. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les grandes familles dont on a parlé, Rothschild, Rockefeller, etc., n'apparaissent jamais dans les conseils d'administration de ces trois grandes sociétés, BlackRock, Vanguard, State Street. Comment vous l'expliquez, ça ? Ils ont créé Vanguard. Alors là, on en revient aux 13 familles, et j'allais justement y venir avec Vanguard. Vanguard a été créé par eux, mais c'est donc des capitaux privés. Après, ils sont malins parce qu'ils gèrent eux aussi à peu près une 30 millions à peu près d'investisseurs. Et ce qui est très malin, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans Vanguard, vous ne pouvez même pas acheter une action de Vanguard puisque Vanguard n'est pas coté en bourse. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Est actionnaire de la quasi-totalité des laboratoires. C'est le premier actionnaire de BlackRock, Vanguard. Exactement. Et Vanguard est très actionnaire aussi de tous les laboratoires pharmaceutiques, par exemple Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc., etc. Enfin bref, on les retrouve partout, et sans jamais apparaître nulle part. Parce qu'en fait, quand on regarde qui apparaît dans le conseil d'administration de Vanguard, il y a une succession de noms qui nous renseignent en rien. Ce sont des citoyens lambda, bardés de diplômes, bien entendu, avec un CV long comme le bras, mais ce ne sont pas des gens qui vont nous apprendre quoi que ce soit. En revanche, derrière, en éminence grise, ils sont derrière, et ce sont eux qui gèrent. Et vous ne pouvez pas rentrer donc dans Vanguard si vous n'êtes pas coopté par ces 13 familles. Citation de Napoléon, l'empereur, qui n'était pas si dupe que cela, apparemment. Il dit ceci: lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation. Je pense que c'était un éclair de génie de Napoléon. Pas le seul. Et vous dites que ces trois géants financiers font pression pour actionner ce que l'on appelle, en tout cas ce qu'appelle Klaus Schwab, la grande réinitialisation, le concept que Klaus Schwab a développé dans son ouvrage Covid-19, la grande réinitialisation. Klaus Schwab, c'est évidemment le président du Forum économique mondial. Qu'est-ce que ça veut dire, la grande réinitialisation ? Ça consiste en quoi ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce livre de Klaus Schwab et de Thierry Malret est sorti donc en langue française en septembre 2020. Thierry Malret, ancien conseiller de Rocard, par ailleurs. Par ailleurs, voilà, vous faites bien de le rappeler. Janvier 2020, on a le début donc de la crise sanitaire. Et le livre donc paraît en septembre 2020, donc 6 mois après. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est écrit dans cette Bible de la grande réalisation, Bible entre guillemets, c'est vraiment, il est fait état du plan qu'ils ont, de là où ils veulent nous amener et du fait que nous y allions. Parce que de toute façon, c'est ça. C'est les grands mots de Klaus Schwab et Thierry Malret, c'est: vous ne posséderez rien dans le futur, mais vous serez heureux. En gros, c'est ça. Ça veut dire que, et j'ai rencontré, ce qui est navrant quand même, c'est que j'ai rencontré des jeunes gens totalement tombés dans effectivement les explications du Grand Reset, à savoir petit studio, vélo électrique, pas de voyage en avion, décroissance, et on va vivre un peu comme ça. Et là, moi, ça me dépasse un peu. Mais comme quoi, ça fait des émules, quoi. C'est malheureusement, ce genre de littérature fait des émules. On a déjà cité ce passage de l'ouvrage de Schwab dans notre émission, mais on peut toujours le répéter. Schwab dit: quand les choses reviendront à la normale, il pose la question, la réponse est simple: jamais. Il poursuit: la pandémie de Covid marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale, avec des risques de guerre entre riches et pauvres qu'il prévoit pour l'avenir. Sur l'apparition de ce Covid-19, Claude Janvier, vous dites qu'elle a permis de masquer la réelle situation économique et sociale de la France et que sa gestion a tout empiré.
la France est-elle aujourd'hui dans un état si déplorable que ça? C'est pas brillant. Très honnêtement, c'est pas brillant. Nous avions coécrit un ouvrage qui s'appelle Le virus et le président avec mon ami Jean-Louis Zambert. Et il se trouve que cet ouvrage on l'a commencé tous les deux en 2019, en début 2019, et nous l'avions terminé en fin 2019. Donc nous faisions à l'époque une analyse vraiment détaillée de la France, où nous en étions au niveau économique, social, industriel, etc. Arrive début 2020, comme vous le savez, la crise sanitaire arrive, donc on se dit tous les deux, on va peut-être pas envoyer notre manuscrit tout de suite à notre éditeur, on va attendre peut-être les 6 premiers mois de voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que cette crise qui arrive. Donc nous avons inclus dans le virus et le président les 6 premiers mois, les 7 premiers mois en fait de la crise sanitaire. Et puis après nous l'avons envoyé à notre éditeur et notre livre est donc paru fin 2020. Mais les chiffres que nous avons annoncés en 2019 sont toujours valides aujourd'hui, à savoir, je vais vous en donner quelques-uns, à savoir nous avons vraiment gratté sur le nombre de pauvres dans notre pays. Et malheureusement, dans notre beau pays, nous arrivons au total effarant de 15 800 000 pauvres sur 32 millions d'actifs. Ce qui est énorme, parce qu'en fait, vous savez, en France, le grand problème, c'est que les statistiques sont souvent faussées, mais pas qu'en France d'ailleurs. On vous dit, vous touchez jusqu'à 800 euros, donc un peu moins de 800 euros jusqu'à 800 euros, vous êtes considéré comme pauvre. Jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien, non, mais enfin, je veux dire, au niveau statistique. Mais dès que vous touchez 801 euros, vous n'entrez plus dans les statistiques de pauvres, mais vous êtes considéré comme personne aisée, 801 euros. Avec 1 euro de plus. Avec 1 euro de plus. Donc si vous voulez, quand on travaille sur ces statistiques, qu'on commence à assembler tout, qu'on commence à assembler les CDD, les petits jobs, les gens qui sont inscrits au chômage mais qui ne touchent rien, on en arrive à ce chiffre effarant. Donc la France, c'est vrai que va pas bien. En plus, nous avons eu un président, et nous l'avons toujours d'ailleurs, qui nous a bradé toutes les grandes industries, comme Alstom, etc. etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Lafarge. Qu'est-ce qui reste à la France aujourd'hui, à part l'industrie du tourisme? Je vais vous dire, il ne reste plus grand-chose. Et quand on a dit ça, et d'ailleurs, cette crise Covid aussi a malheureusement accentué la faillite ou les dépôts de bilan. Plus de 4000 faillites d'entreprises depuis le début de l'année par mois. Voilà. Et on en arrive aujourd'hui, malheureusement. Alors, l'arrivée de cette crise sanitaire était bien pratique pour occulter une crise économique et industrielle qui, malheureusement, existait déjà depuis au moins 2 ou 3 décennies. Parce que depuis, en fait, l'élection de Nicolas Sarkozy, suivie de François Hollande et Emmanuel Macron, la spirale descendante a été vraiment enclenchée de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a rien que la dette abyssale de la France, on en est à plus de 3 000 milliards de dettes en France, ce qui est un non-sens. Et aujourd'hui, en plus, donc, si on ajoute un peu toutes ces conséquences, on en est aujourd'hui à 15 à 16 % d'inflation rien que dans le domaine alimentaire. Ce qui est quand même hyper grave, avec beaucoup de gens qui sont au chômage et qui ont de moins en moins les moyens d'assurer leur fin de mois. Donc, et on peut peut-être reprendre aussi cette citation de l'ouvrage de Schwab, « Les grandes entreprises deviendront plus grandes tandis que les plus petites diminueront ou disparaîtront ». Un Schwab qui, dites-vous, préconise pour les populations une forme de décroissance et de minimalisme. C'est ça. Minimaliste pour nous, pas pour eux. Pas pour l'élite. L'élite va continuer à maximaliser. Nous, il nous envoie les messages presque subliminaux, je dirais, de décroissance. Aller sur la décroissance. Mais est-ce que la croissance dans un monde fini, comme on dit, est-ce que c'est envisageable ? Est-ce qu'un monde est fini déjà ? Est-ce qu'il est toujours fini ? Et je pense que... Non, mais dans un monde, je veux dire, clos, quoi. On n'est pas infini, quoi. Ah oui, non, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, cette affaire de croissance et de décroissance est mal étudiée. Parce que je connais des gens aujourd'hui, ah oui, il faut absolument qu'on aille sur la décroissance. Mais quelque part, nous y sommes sur la décroissance, malheureusement. Alors après, la croissance, si on regarde bien, il y a plusieurs aspects dans la croissance. Moi je ne parle pas d'une croissance forcément économique vertigineuse où les statistiques vont monter comme ça. Mais je parle simplement
de mieux vivre, de mieux être, etc., d'appliquer des technologies efficaces pour des progrès médicaux, etc., etc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre aussi la croissance, et pas uniquement sur un plan. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les milliards d'euros qu'on envoie un peu partout en Ukraine ou ailleurs, on ferait peut-être bien un peu, je pense, de monter un peu le SMIC et de monter un peu les petites retraites et de faire en sorte que, voilà, enfin c'est un vœu pieux, vous me direz, mais... Et pour en finir avec l'évocation de ce Covid, l'ancien président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a déclaré, c'était le 24 octobre dernier, « Nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. L'immense majorité des Français a envie d'oublier. Surtout, on met la poussière sous le tapis, on ne veut plus entendre parler de tout ça et passons à autre chose. » Ah ben il a ouvert le parapluie. Mais pour rappel, vous savez, Jean-François Delfraissy, c'est lui qui œuvrait, rappelez-vous, le virus H1N1. À l'époque, Roselyne Bachelot était ministre de la Santé. Sarkozy. Et qui s'était occupé de cette affaire de virus et de vaccins contre le H1N1 ? Jean-François Delfraissy. Le galop d'essai. Voilà. On ne change pas une équipe qui perd, on le prend et on le remet. Enfin bon, bref. Et dans son ouvrage, Klaus Schwab dit ceci, « La pandémie et l'environnement sont bien plus proches et imbriqués que nous le pensons. » Qu'est-ce qu'il sous-entend par là ? Il essaye de nous faire acheter maintenant une récession climatique, c'est-à-dire un confinement climatique. Si vous voulez, on a eu droit à un confinement sanitaire et plus ça va, je ne sais pas si vous remarquez les bulletins météo des grands journaux, grands entre guillemets, journaux télévisés, c'est plus Evindelia avec ses ciels de traîne et ses cumulonimbus. Là, on en est vraiment dans presque un véritable journal télévisé à lui tout seul au niveau de la météo. Vous savez, la présentatrice, et puis vous avez un scientifique ou deux qui vient y mettre son grain de sel, et puis il y a toujours un auditeur ou une éditrice, on prend toujours une question. Ah oui, alors oui, vous avez bien fait de soulever cette question, et quand par magie, à chaque fois, on nous en met une couche sur le réchauffement climatique, qui aujourd'hui, d'ailleurs, il est prouvé, même pas moi qui le dit, c'est qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui remettent en cause toute cette affaire de réchauffement climatique. Mais si on regarde bien le point de vue de Schwab et de Malray, et avec le point de vue de l'oligarchie au-dessus, c'est dirigé pour encore plus nous habituer à filer droit, à marcher droit et à avoir la tête à peine sortie de l'eau. C'est parce que ça nous pend au nez de plus en plus. Et là, ils sont en train de tout accentuer sur cette affaire climatique. OMS, passeport numérique européen, Bill Gates, Monsanto, on évoque tous ces thèmes dans la deuxième partie, à tout de suite. On continue notre entretien avec Claude Janvier en évoquant l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et à ce propos, vous citez les propos d'une épidémiologiste, Alice Desbioles, propos tenus en janvier 2022. Elle dit ceci, « Le coronavirus n'est qu'un amuse-gueule de ce que nous allons vivre ces prochaines années. Nous rentrons dans l'ère des pandémies. On peut parler d'épidémie, de pandémie. » Alors, pourquoi avoir repris ces propos ? Qu'est-ce qui lui fait dire ceci ? Alice Desbioles est une épidémiologiste qui a quand même pas mal étudié le sujet. En plus, elle s'est penchée quand même sur le fonctionnement aussi de l'OMS. Alors l'OMS, quand on prend uniquement l'OMS, il ne faut pas oublier quand même par qui est financé l'OMS déjà. L'OMS est quand même financée par les États membres, d'accord, mais surtout par la fondation Bill et Melinda Gates, par la Gavi aussi, et la Gavi d'ailleurs, ce qui est aussi une fondation créée par Bill et Melinda Gates. Donc en réalité, l'OMS est beaucoup financée par la fondation Gates. Après, moi, ce qui m'a toujours étonné, si vous voulez, c'est qu'en 2018, quand ce cadre norvégien, cadre supérieur norvégien donc, de l'OMS s'est fendu d'une déclaration. John Arne Rottingen. Voilà, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Directeur exécutif du Conseil norvégien de la recherche, il était à l'époque conseiller à l'OMS. Voilà. Il s'est quand même fendu d'une déclaration tout à fait étrange, et je vais la synthétiser. Il a dit, voilà, nous allons avoir l'émergence d'une maladie X qui va déferler sur la planète et qui sera terriblement mortelle pour une grosse majorité de la population. Moi, je me suis dit quand même, comment un organisme scientifique sérieux comme l'OMS puisse quand même, par la voix d'un de ses cadres, proférer une telle stupidité. À moins d'avoir une boule de cristal, je ne vois pas comment on peut savoir qu'une maladie X va déferler. Mais pire,
c'est que cette fameuse maladie X a été inscrite dans les listes blueprint de l'OMS. Alors, liste blueprint de l'OMS, c'est quoi? Quand vous allez sur quand vous allez sur le site internet de l'OMS, il y a des listes blueprint. Et en réalité, ces listes blueprint, ce sont des listes que l'OMS a fait pour lister les virus ou lister autre chose. Et vous retrouvez donc sur une liste blueprint le virus Zika, le virus Marburg, et vous avez la maladie X. Mais je me suis dit, mais comment l'OMS a pu inscrire une maladie X qui n'est pas là dans une liste officielle de virus et de maladies reconnues? Ça n'a aucun sens, mais ça ne fait aucun sens. Après, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau sanitaire, il y a des choses qui m'ont quand même très étonné, ne serait-ce qu'au niveau le confinement. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais moi, j'ai tenu une chronologie jour par jour de tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2020 et je l'ai tenu jusqu'à milieu 2022. Travail d'historien. Ça a été très fastidieux, mais néanmoins, ça m'a appris beaucoup de choses. Et notamment, quand il y a eu ces histoires de confinement, j'avais même appris que le Bhoutan, vous savez, ce petit pays coincé entre le nord de l'Inde et l'Himalaya, pays d'ailleurs qui se revendique comme étant un pays où le bonheur existe, etc., ils ont confiné. Et j'avais chopé une image, ils doivent avoir un blindé, parce que le Bhoutan, je ne pense pas qu'ils aient une armée, ils ont un blindé, ils l'ont mis à leur frontière. Et on voit un militaire du Bhoutan avec un masque. Et je me suis dit, non mais c'est une blague. Un pays qui est quand même à 3500 mètres d'altitude. Enfin, vous voyez un peu cet impact. Et c'est là où il y a matière à réflexion quand même au niveau de... Est-ce que l'OMS est vraiment un organisme si sérieux que cela? Voilà. En tout cas, la question mérite d'être posée. Ce John Rottingen avait dit « Nous voulons mettre au point des plateformes prêtes à l'emploi qui fonctionneront pour n'importe quelle maladie. » Et c'est peut-être un petit peu le lien avec ma prochaine question, puisque... Bon, aujourd'hui, on sait, les Français ont dans leur grande majorité accepté la vaccination de manière plus ou moins libre. Un conditionnement utile à vos yeux pour leur faire avaler, accepter le passeport numérique européen qui, rappelons-le, a été voté en 2021. Je le rappelle, le 10 et 11 juillet dernier, le ministère de l'Intérieur a lancé les travaux du consortium européen Potential pour l'expérimentation de l'identité numérique à l'échelle européenne. Communiqué du ministère de l'Intérieur, notre ambition est qu'à partir de juin 2025, le portefeuille d'identité numérique devienne le compagnon d'identité des citoyens français et européens, permettant de garantir la sécurité de leurs démarches auprès des administrations, des banques, des opérateurs téléphoniques, du corps médical, tout en gardant la maîtrise de leurs données d'identité. À quoi faut s'attendre avec tout ça ? Eh bien, un passeport numérique européen, et d'ailleurs qui vient d'être entériné par Thierry Breton, hier ou ce matin, ça vient de sortir, c'est tout chaud. Comme ça a été voté, ça vous l'avez rappelé, et bien ça y est, ça va être mis en application. Alors, parallèlement à cela, d'ailleurs, l'OMS, quand il y a eu les débuts du conflit russo-ukrainien-otanusien, on avait profité pour signer des accords avec des sociétés privées pour effectivement mettre en place le passeport numérique mondial. Donc, à quoi il faut s'attendre avec un passeport numérique européen ? Il faut s'attendre que votre passeport, il y aura tout dedans, c'est-à-dire votre photo dans le QR code, il y aura vos papiers d'identité, votre compte bancaire, votre permis de conduire, etc. Et le dossier médical ? Bien sûr, et vos données médicales. Tout ça, ça va être géré par des sociétés. C'est pas censé être anonyme, le dossier médical, en tout cas, c'est le secret, quoi. Eh oui, c'est ce qu'avait un peu soulevé Virginie Joron, notamment député européen, et un autre député dont j'ai oublié le nom, qui avait un peu remué en disant attention, ce passeport numérique européen, il faudra peut-être regarder parce que ça va peut-être... Parce que le grand leitmotiv en fait de l'Europe, c'était mais ça ne sera pas géré par les GAFAM, par Google. Oui, ça sera géré par des sociétés privées. Oui, mais enfin des sociétés privées qui vont avoir accès à vos données médicales. Ça veut dire que si vous, demain, vous avez du diabète, par exemple, eh bien, ça va être transmis à votre assurance, à votre banquier, et auquel cas, monsieur, vous êtes diabétique, on va peut-être majorer votre prime, ou le crédit que vous vouliez immobilier, on va peut-être le majorer aussi parce que vous êtes une personne à risque. Enfin,
Mais est-ce que tout le monde sera obligé d'en passer par ce passeport numérique? Est-ce qu'on ne pourra pas garder le papier, tout simplement? Je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, non, ça va faire comme, vous savez, ça va faire comme le permis de conduire. Hein. Le permis de conduire, moi, j'ai toujours eu la feuille rose, hein, le papier rose. C'est fini. Maintenant, vous avez la carte, là, la petite carte de visite plastifiée. Et en plus, vous devez repasser un examen médical, ça va être mon cas. Il va falloir que je me tape un examen médical parce que je prends un peu d'âge et en 2029, là, je vais y avoir droit à un petit examen médical. Donc, on y vient. Hein. Et Bill Gates, d'ailleurs, nous l'a poussé beaucoup. Hein. Il pousse la puce sous la peau parce qu'aujourd'hui, c'est le passeport numérique européen qui sera dans un smartphone. Alors, vous allez me dire, tous les Français vont pas spécifiquement avoir un smartphone, ce qui est vrai. Ils sont même capables de leur mettre à disposition des smartphones gratuits pour avoir le passeport numérique dedans. Mais de toute façon, à plus ou moins long terme, je compte peut-être une dizaine d'années, peut-être un peu moins, on aura la puce sous la peau. Hein. Les animaux l'ont. Hein. Vous avez un chat, un chien, ils sont pucés avec votre téléphone. Donc, je vois pourquoi la Fondation Gates travaille dessus depuis déjà assez longtemps. La Fondation Gates, qui est très impliquée dans toute la thématique de l'alimentaire, vous y allez dans votre ouvrage sur cette thématique, vous reprenez une publication de la Fédération internationale de l'agriculture biologique où l'on peut lire que l'agriculture biologique certifiée n'a même pas atteint 1% des terres agricoles mondiales ou de la consommation alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut en conclure sur le bio avec ce pourcentage? Il y a beaucoup d'arnaques. Je ne devrais pas rire, mais écoutez, franchement, il y a moins de 1% effectivement de terres cultivées en bio. Et vous allez faire vos courses, vous entrez dans n'importe quelle grande surface. Il y a un étal maintenant de plus en plus grand de fruits, de légumes, et ils sont tous étiquetés bio. C'est à croire que tout d'un coup, plus personne n'arrose les champs de pesticides et de fongicides. Or, c'est l'inverse. Alors, il faudra m'expliquer, effectivement, je ne comprends pas tout à fait c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors en plus, le bio, à qui appartiennent donc les firmes bio aujourd'hui? Et j'ai enquêté, d'ailleurs c'est effectivement dans mon ouvrage, c'est que quasiment toutes les marques bio sont les propriétaires aujourd'hui de grands groupes agroalimentaires. Nestlé, Coca-Cola, Cargill, etc. Exactement. C'est comme ça que Bonne Terre et d'autres marques bio, c'est pas parce que, oui, elles sont toujours bio, mais elles sont la propriété de toute façon de grands groupes agroalimentaires derrière. Elles ne sont plus indépendantes. Il n'y a plus d'indépendance. Et en plus, le bio, le problème, c'est que vous pouvez avoir un cahier des charges bio, par exemple, pour la France, mais quand vous avez un produit qui arrive d'un pays hors UE qui est étiqueté bio, est-ce que ce produit bio, il correspond à nos critères à nous, ou est-ce qu'il correspond juste à ces critères à eux? Et donc, à ce moment-là, où est le lien entre les critères bio, par exemple, du Pérou et les critères bio de la France? Là aussi, c'est compliqué. Vous voyez, donc c'est un peu... En revanche, les prix, ça permet de majorer les prix. Parce que les produits bio, vous avez remarqué, c'est quand même pas le même prix que les produits dits non bio. Bill Gates, vous l'évoquiez, venons-y. En août 2010, sa fondation, la fondation Bill and Melinda Gates, qui est sa femme, a affirmé avoir acheté pour 23 millions de dollars d'actions Monsanto. Monsanto, c'est une société absorbée en 2018 par la société pharmaceutique et agrochimique allemande Bayer. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie, ce mariage entre Bill Gates et Monsanto? C'est toujours la même affaire, c'est la suprématie. Comment mettre la main sur effectivement toutes les graines et les semences du monde entier, et sous contrôle Monsanto-Bayer. En fait, ils ont voulu changer le nom de Monsanto parce que Monsanto, oui, ça avait mauvaise presse. Ça avait très mauvaise presse. Le Roundup, etc. Très mauvaise presse. Donc du coup, maintenant, c'est Bayer. Donc du coup, les gens font moins attention. Mais ce qui est intéressant avec Bill Gates, c'est pareil, il a acquis, via sa fondation, une île perdue au large des côtes norvégiennes, qui s'appelle Svalbard, dans lequel est construit un immense blocos gardé jour et nuit d'ailleurs par des hommes en armes, et à l'intérieur figurent toutes les semences du monde entier, conservées par moins 30 degrés. Alors, c'est une information grand public qu'on peut trouver sur n'importe quel grand média. Absolument. Mais moi, ça m'interpelle parce que quand on connaît quand même le CV de M. Gates, on ne peut qu'être suspicieux quand
tout à coup, ce géant, ce magnat financier, achète une île désertique et il fait construire à grands frais un bunker ultramoderne pour conserver les semences. Et là, effectivement, la question est légitime de se demander pourquoi et dans quel but. Voilà. Alors, vous franchissez dans votre ouvrage, Claude Janvier, une ligne, vous rentrez en zone rouge, puisque dans Les Démasqués, vous évoquez la pédocriminalité. Oui. Pourquoi parler de ce thème dans un livre qui concerne la haute finance ? Mais parce que la haute finance internationale, en réalité, on voit des chevaux de Troie pour pervertir toutes les sociétés occidentales et même l'Asie, puisqu'il s'attaque même à l'Asie. En fait, et quand je dis pervertir, c'est au moyen donc de chevaux de Troie tels que le climat, la malbouffe, et on en arrive au wokisme, LGBTQ+, et on en arrive effectivement à toutes les aberrations que nous avons aujourd'hui en matière d'éducation sexuelle. Maintenant, on en arrive à faire de l'éducation sexuelle chez les tout-petits, c'est-à-dire chez les enfants qui ont entre 1 et 4 ans, imposer un drag queen comme à la mairie de Bordeaux, ce qu'ils ont fait pour donner un spectacle devant des bouts de chou entre 1 et 4 ans. Ça, c'est la conséquence, dites-vous, des travaux de recherche d'un professeur qui s'appelait Alfred Kinsey. Absolument. Mort en 1956. Absolument. Qu'est-ce qu'il racontait, ce monsieur ? Alors là, c'est assez effrayant. Déjà, quand on regarde son CV dans Wikipédia, déjà, j'avais les cheveux, enfin, il m'en reste plus beaucoup, qui se hérissaient sur la tête. Mais il préconisait, lui, que les bébés, de toute façon, avaient une vie sexuelle, donc qu'il fallait expérimenter, pas gêner d'expérimenter tout un tas de choses sur des bébés, et c'est ce qu'il a même fait. Alors, ce qui est étonnant, enfin étonnant non, quand on repense à l'idéologie de cette puissance financière internationale tout en haut, parce que c'est la même idéologie en fait. Pourquoi avoir choisi un névrosé, parce que Kinsey était vraiment un véritable névrosé, un véritable psychopathe, de l'avoir choisi comme modèle pour influencer donc toute l'éducation sexuelle et pervertir toute l'éducation en fait de nos enfants. Il existe même un institut Kinsey dont les travaux sont repris par des journalistes sur France 5. L'autre jour, je voyais une jeune journaliste qui citait les travaux de l'Institut Kinsey sans se poser plus de questions que ça. Et ça, c'est la grande perversion. C'est quand même de la grande perversion. Avoir choisi pour modèle un monsieur qui était un éleveur de guêpes, j'ai rien contre les éleveurs de guêpes, mais enfin je veux dire a priori il avait aucune spécialité en matière d'éducation sexuelle pour les tout petits, et on prend ce monsieur qui était un pur névrosé, on le prend comme modèle pour effectivement, et ça nous a donné d'ailleurs le planning, la naissance du planning familial, et si on en arrive aujourd'hui à des aberrations, PMH, etc., je dis des aberrations parce que quelque part ça a été perverti aussi du but initial. Je n'ai rien contre la procréation médicale assistée, pourquoi pas, si, dans certains cas, mais après j'ai tout contre que ça devienne une espèce de généralisation et une grande imposition. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des dérives certaines, comme la prépondérance après de minorités, parce qu'en fait aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire on pousse des minorités qui vont supplanter un peu la majorité. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des communautés comme LGBTQ+, etc., qui prennent le pas qui veulent prendre le pas sur une majorité de la population. Mais tout ça, c'est pareil, c'est enfoncé avec force et avec force. Je n'ai rien contre quelqu'un moi, les penchants sexuels de chacun, je pense que c'est le domaine privé de chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Mais là où ça devient gênant pour une majorité de gens... Oui, pas les gosses et les animaux, quoi. Ben voilà, ouais. Exactement. Et puis surtout aussi, pourquoi imposer quelque chose que ça regarde une personne, je comprends, pourquoi pas. En tout cas... Mais on n'a pas à l'imposer à des jeunes, on n'a pas à l'imposer à des parents, on n'a pas à pervertir tout un système spirituel et culturel et religieux.
En tout cas, en ce qui concerne Alfred Kinsey, Marion Sigaud et, je crois, Judith Reisman se sont penchés sur ces travaux et ont dénoncé toute la perversion que cela pouvait recouvrir. En matière également de pédocriminalité, on avait pu voir le témoignage de cet ancien banquier hollandais. Il est aujourd'hui mort. Avant sa mort, il avait pu délivrer un message. Il s'appelle Ronald Bernard, sur ce qu'il avait vu, expérimenté au cours de sa carrière, évoquant des sacrifices d'enfants, du luciférianisme dans sa carrière, avec ses collègues qui l'incitaient à faire des choses épouvantables. Il a les larmes aux yeux pendant cet entretien, ce qui peut révéler la véracité de ce qu'il avance. En tout cas, il est mort, il n'est plus là pour en parler. Je vous propose d'aller sur la scène internationale. Claude Janvier, pour terminer cet entretien, vous vous opposez dans votre ouvrage le clan libéral et colonisateur incarné par les États-Unis et leur soutien au clan national populiste dont la Russie est aujourd'hui la tête de pont. Et vous dites que depuis des années, en tout cas depuis que M. Poutine est arrivé au pouvoir, au début des années 2000, Washington accuse Moscou de tous les maux parce qu'elle aurait, dites-vous, fait capoter le plan d'une troisième guerre mondiale. Ça consistait en quoi, ce plan ? Le plan, vous savez, pour les Américains, c'est de conserver encore et toujours leur hégémonie planétaire. Donc le dieu dollar, ça les arrange bien. Maintenant, quand on regarde un peu le passé historique donc des États-Unis, c'est un pays qui a un peu plus de 200 ans d'existence et c'est un pays qui a quasiment été en guerre tout le temps contre un ou plusieurs pays de la planète. En fait, il n'y a guère que sous la présidence de Trump qu'il n'y a pas eu de bombardement sur un pays. Alors, il a balancé une méga bombe en Afghanistan, je crois, mais en tout cas, il a eu le mérite de ne pas déclarer de guerre. C'est vrai, il a eu le mérite, voilà. Mais je ne dis pas qu'il est tout blanc, mais il a eu au moins le mérite de ne pas déclarer de guerre. Alors, le problème, c'est que, oui, effectivement, il ne faut pas oublier que les États-Unis, par l'intermédiaire ils ont voulu vraiment annihiler la Syrie. La Syrie est un pays quand même que je connais bien, puisque j'y suis allé 2 fois, et assez récemment. Et donc, c'est vrai que les Américains, le plan, c'est toujours de morceler des pays pour arriver à mieux les contrôler. Parce que quand les Américains vous disent « oui, nous sommes partis de la Syrie », rien n'est plus faux. Joe Biden l'avait annoncé il y a peu, et en réalité, c'est un menteur, j'ai pas peur de le dire, parce que les Américains contrôlent toujours les puits de pétrole dans le nord-est de la Syrie, contrôlent aussi les champs de blé, parce que c'est une région assez fertile à côté des puits de pétrole. Tout ça, c'est confisqué par les Américains et utilisé et vendu pour leur propre compte. Tout ça, c'est la résultante, vous l'expliquez dans votre ouvrage, de l'enseignement de Léo Strauss, qui est un philosophe allemand réfugié aux États-Unis et qui a eu des élèves et qui ont appartenu à différents gouvernements, qui sont d'ailleurs allés travailler aux côtés de l'actuel président des États-Unis. Et ces élèves, vous les appelez les Straussiens. Et alors, ils ont plusieurs mots d'ordre: changement de régime, promotion de la démocratie, guerre sans fin. C'est ça. C'est une idéologie qui a été... Et quand on prend le point de vue, puisqu'on en a parlé au début de cette émission, comment est le raisonnement donc, de cette puissance oligarchique internationale, c'est ça obéit tout à fait à Léo Strauss. Alors c'est vrai que la Fédération de Russie a commencé à mettre les pieds dans le plat par l'intermédiaire de son président, M. Poutine, notamment par le biais de l'Ukraine, parce qu'en fait, quel est le plan des Américains ? C'est aussi de faire main basse sur les richesses minières et pétrolières de la Russie. Il faut quand même pas... Vous savez, il faut toujours chercher où va l'argent. L'actuel conflit, malheureusement, entre Israël et la bande de Gaza, et les Palestiniens, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a des gisements énormes de gaz au large des côtes de Gaza. Donc le plan, je dirais, israélo-américain, pareil, les dirigeants politiques, je ne rentre même pas dans les peuples, je ne parle pas du peuple américain ni du peuple israélien, qu'on se méprenne pas sur mes paroles, mais c'est quoi le plan derrière ? C'est éradiquer la bande de Gaza pour aller piller le gaz, parce que les réserves sont énormes. Tout comme au large de la Syrie, il y a des réserves énormes en offshore de pétrole. Donc si vous voulez, quand on aligne un peu les informations économiques, c'est pareil. La bonne question à se poser, c'est où va l'argent ? Et qui va profiter effectivement du crime, entre guillemets, quoi. C'est ça.
Est-ce que ce conflit entre la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre en Ukraine peut représenter une rupture dans la trajectoire mondialiste ? Ah bah de toute façon, oui, ça représente une rupture dans la trajectoire mondialiste puisque les Américains sont en train de perdre en Ukraine. Ça, c'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est d'après quelques analyses assez poussées, ils sont en train de perdre du terrain et de toute façon, ils gagneront pas. Donc, ce qui veut dire que l'hégémonie du dollar est en train d'en prendre un coup. D'ailleurs, depuis le début de ce conflit, il y a des transactions internationales qui ne se font plus en dollars, qui se font en yuan, la monnaie chinoise. Oui, le pétrole du Moyen-Orient, notamment Arabie Saoudite. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau... Ce conflit israélo-palestinien Gaza a été ravivé, parce que malheureusement, il est présent depuis longtemps. 48. Évidemment. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'en Syrie, depuis 3-4 mois, très exactement, de nouvelles émeutes et de nouvelles manifestations, ça bouge de plus en plus en Syrie, notamment à Soueda, la ville du sud-est syrien, et notamment au nord, avec les milices takfiristes. Mais vous dites que c'est la Syrie qui a la clé du Moyen-Orient. Oui, parce que c'est un pays, et si vous voulez, le peuple syrien, avec son président Bachar al-Assad, a résisté à la puissance de feu quand même d'une coalition internationale où je rappelle quand même il y a les États-Unis, il y a la France, l'Angleterre, etc. Ce que Kadhafi n'avait pas réussi à faire. Ce que malheureusement Kadhafi n'a pas réussi à faire. Et donc ils ont résisté et ils résisteront encore et toujours. À quel prix? Ça par contre c'est beaucoup plus lourd quand on regarde le prix à payer parce que le peuple syrien, je vais quand même en parler 2 secondes, est sous embargo depuis 2011. Embargo, c'est quoi? C'est manque de matières premières, c'est manque de médicaments, c'est manque de produits de première nécessité. C'est impossible de reconstruire le pays correctement parce qu'aucune société étrangère ne pouvait investir sur le sol syrien sous peine d'être mis à l'amende par le shérif américain. Mais c'est justement là, vu que les transactions internationales vont commencer à se faire autrement qu'en dollars, il est fort probable que des entreprises étrangères vont pouvoir investir sur le sol syrien et participer à la reconstruction. Si vous voulez, la Syrie, ça a été l'épine dans le plan américain. Et derrière la Syrie, l'Iran. Que pense l'Iran aussi de ce conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'elle est en voie d'intervenir? Ça, pour l'instant, c'est difficile de se prononcer. Je ne pense pas, quand on regarde les déclarations, effectivement, du leader du Hezbollah. Hassan Nasrallah. Voilà. C'est heureusement, ça a été beaucoup plus mesuré. C'est là qu'on s'aperçoit que ce ne sont pas des fous de guerre, malheureusement, comme notre président Emmanuel Macron, qui quand même sont un battant guerre, hein, je suis désolé de le dire, mais enfin... Il adore le répéter en boucle, on est en guerre. Il le répète en boucle, comme le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui de toute façon est un battant guerre aussi, comme Joe Biden en est un, enfin, etc. Alors, heureusement qu'en face... on a affaire à des gens beaucoup plus mesurés, mais on est sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que là, un embrasement mondial peut arriver demain. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est une situation très, très, très délicate. Vous dites enfin que si les mondialistes se considèrent comme infaillibles, leur système a des failles. Où les voyez-vous, ces failles ? Bah écoutez, BlackRock, c'est 5000 ordinateurs. Je ne vais pas le dire, mais je vais vous laisser suggérer. Un ordinateur est-il faillible ou pas ? Telle est la question. Et ensuite, ce sont des géants au pied d'argile, parce que si une majorité de gens commençaient à dire non, à vouloir juste dire non à des ordres stupides, à des directives qui ne vont pas dans le sens de la survie. Si les gens, simplement, quand il y a quelque chose qui arrive, pouvaient se dire, mais attendez, moi, ça ne va pas être bon ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour mon environnement. Si beaucoup plus de gens voulaient rentrer en désobéissance civile, non violente, bien entendu. Tous les petits patrons qui sont en train de mettre la clé sous la porte aujourd'hui sont peut-être en train de se poser des questions. Oui, mais alors au-delà de se poser des questions, il faudrait le faire savoir. Ça veut dire que plus une majorité de gens feraient savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec une certaine politique, eh bien plus les choses pourraient s'améliorer, pourraient changer. Et je pense que ça, c'est tout à fait faisable. Rien n'est écrit. Vous savez, le futur, pour moi, n'est pas écrit. Rien n'est écrit. Tout peut changer. Les Démasqués, qui dirigent réellement le monde chez K Éditions, c'est à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, nous laisser vos commentaires et partager un maximum sur les réseaux sociaux cet entretien s'il vous a plu. Merci à vous, monsieur Claude Janvier. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.